Alliance aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir auprès de nous notre président fondateur, Jacques Bandiao. Jacques Bandiao, on ne va pas le présenter parce que il fait partie des fondateurs de l'Internet au niveau du continent, il y a plus de 20 ans, je dirais même 30 ans. Son parcours a été illuminé par son passage au niveau de Microsoft. C'est un contemporain aujourd'hui professionnel. Il travaille et continue de travailler, même s'il est plus haut de sa carrière. Il travaille pour notre continent, pour l'Afrique. Et quand on dit qu'il travaille pour notre continent, c'est que dès les prémices de l'intelligence artificielle, il a mis la signature et l'étiquette de l'éthique dans l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle, aujourd'hui, avec la naissance de notre association, on l'accueille parce qu'il va intervenir au sommet de l'IA à Paris, où se retrouvent les plus grands chefs d'État de la planète. Et si on a notre compère qui sera en tant que panéliste intervenant, c'est-à-dire qu'on a en face de nous, si c'était dans l'art, on a une star. Une star de On attend le secrétaire général dès qu'il vient, je vais m'asseoir. Bon, merci Anna. Je vais, si vous permettez, je vais d'abord enlever le lunettes. J'ai des problèmes avec mes yeux, mais comme j'aimerais bien mieux vous voir. Est-ce qu'il y a cette jeune femme qui veut s'asseoir, ou il y a une chaise là, juste là. Vous voulez vous mettre là? C'est comme vous voulez. Comme vous voulez, c'est parfait. Voilà. Si c'est trop chaud, Anna va baisser un peu ou le main. Voilà, l'arrêter, voilà. C'est parfait. Oh. Merci Anna. D'abord, permettez, je voudrais que vous m'excusiez pour le retard. Je ne suis pas très familier de Paris avec le système de Uber. C'est un peu compliqué. Donc voilà, je me suis dit que finalement, on avait une position plus sûre. J'ai annoncé que j'aurais un peu de retard. Je suis très content d'être ici. Comme Anna l'a dit, nous venons de fonder une association. Peut-être pourrais-je commencer d'abord par une précision. Anna m'a appelé professeur, tout le monde m'appelle professeur, c'est très sympathique, mais formellement, je ne suis pas professeur. Je suis un ingénieur, un entrepreneur, un chef d'entreprise, mais à qui il a été donné l'opportunité d'enseigner, enseignement pratique. C'est vrai, j'ai donné une série de conférences, je suis plus jeune, parlé d'une vingtaine, trentaine d'années, que ce soit Harvard, Stanford, etc., sur l'éducation. Gardez professeur alors, hein? Gardez-le. Gardez-le. Ne soyez pas modeste, gardez-le. Hein? Voilà. J'ai estimé que, après ce parcours-là qu'elle a un peu évoqué, il était très important de se poser la question véritablement de savoir quel est l'apport en Afrique finalement. Eh bien, je venais d'accepter une offre il y a quelques semaines, justement, d'enseigner, mais l'enseignement pratique à l'université de Ngaoundéré. Ngaoundéré, quand vous entendez ça, c'est au fin fond du Cameroun, vers le nord. Je ne sais pas s'il y a les Camerounais ici, mais généralement au Cameroun, lorsqu'on vous envoie dans le nord, c'est perçu comme une punition. Et j'ai dit, eh bien, moi, je vais tenter de faire les choses Tout à fait. C'est là où ils ont peut-être le plus besoin de nous. Voilà dans le contexte qui a fait que maintenant les gens ont tendance, comme vous le dites, à m'appeler professeur. Mais moi, m'appeler même Jacques, ça me va tout simplement. Bon, cela étant, je crois qu'il est important de dire dans quel contexte j'ai rencontré Anna. Je vois qu'il y a beaucoup de femmes ici et je me réjouis. J'ai donné une conférence à Bruxelles. Elle était dans la salle avec Muriel Dutomé qui est derrière là et
j'ai voulu évoquer une personnalité qui a été pour moi une espèce d'inspiration. Parce qu'au-delà de cela, je suis un familier du Sénégal. J'ai travaillé beaucoup, vous êtes aujourd'hui pour le savoir, j'ai travaillé avec le président Ouad en tant qu'ambassadeur du numérique. Il a lancé son nouveau projet sur le numérique, je l'ai accompagné à Davos, etc. Et j'en passe. Donc, l'une des inspirations, il se trouve que c'est une femme. Et elle est d'origine sénégalaise. Et elle a disparu aujourd'hui. Vous vous en doutez, c'est Madame Rose Ndien. Voilà, je me suis dit, dans cette conférence-là, je vais évoquer son nom comme une inspiration, puisque les jeunes gens veulent savoir. Ils me demandent toujours votre parcours, quelles ont été vos motivations, quelles sont les personnes qui vous ont le plus marqué. Eh bien, Madame Ndien est une de ces personnes-là. Je me suis dit, est-ce que dans la salle, il y en aura même qui connaissent Madame Rose Ndien? Et lorsque j'ai évoqué son nom, j'ai vu que Anna, justement, et ensuite Muriel, a levé la main pour poser la question et parler précisément. C'était plus un commentaire qu'une question. Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir d'entendre cela. Et dans la foulée, on est resté en contact. On a même fait une conférence en ligne sur Madame Ndien. J'ai été très, très ému de voir que sa famille a participé à cette conférence-là. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et pour en revenir à l'association que j'ai l'honneur de présider, l'intelligence artificielle est en train de connaître une vitesse exponentielle de développement. Et il ne faut pas regarder ça forcément comme quelque chose de négatif, même si ça comporte des dérives. Il faut d'abord se dire une chose, on dit souvent, si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. L'intelligence artificielle est là, elle ne va pas disparaître, comme ça enchanté. Donc il faut essayer de l'adopter, il faut essayer de la maîtriser. Et il faut essayer de tirer le meilleur parti finalement de cette technologie nouvelle. Ça, c'est le sens de notre démarche. Ça veut donc dire qu'il faudrait que nous mettions l'accent peut-être sur le côté éthique. Parce qu'il y a des dérives considérables. Ce n'est pas à vous que je vais donner des exemples de deepfake, fausses vidéos de Barack Obama qui dit tout le mal qu'on peut penser de Donald Trump, sauf que c'était un fake. Et vous imaginez les conséquences. Encore que dans les pays occidentaux, on peut en maîtriser. On peut maîtriser ces conséquences. Imaginez-vous en Afrique. Quand on vient le jour d'une élection, on vous présente comme un meurtre, on donne des preuves, entre guillemets, etc., etc. Si vous êtes candidat, vous pouvez perdre l'élection rien que pour cela. Et à la fin, on peut bien s'excuser au dommage, il y aura des compensations, tout ce que vous voulez, mais vous aurez perdu l'élection. Vous pouvez prendre que cet exemple-là. Autre dérive, et nous sommes des Africains, est-ce que véritablement quelqu'un parmi vous pense que nous devrions avoir non, nous avons déjà cette possibilité, mais nous devrions utiliser la force, la puissance de l'intelligence artificielle pour choisir, par exemple, le sexe d'un enfant. Un parent qui se lève et dit, bon, moi je voudrais plutôt les femmes, hein. Je vais vous provoquer un peu, moi je veux un garçon. J'ai trop de filles, bon. Et vous demandez à l'intelligence artificielle de changer le sexe de l'enfant. Tout cela est possible, mais je ne pense pas que l'Afrique devrait faire ça. Nous avons des valeurs que nous entendons préserver. Mais comment s'y prendre? Il ne suffit pas de faire un discours. C'est tout le sens de la démarche d'Africa AI Forum qui a été conçue précisément pour assurer un développement responsable, un développement finalement de l'intelligence artificielle à travers l'Afrique. L'Afrique a ses spécificités. Mais nous sommes dans un monde global, finalement. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas faire ce que nous souhaitons sans prendre en compte ce volet de globalisation. C'est pour cela qu'il faut participer à des conférences internationales pour pouvoir définir le cadre ensemble, le cadre juridique. On aura besoin des lois pour protéger les citoyens, pour protéger finalement l'humanité, pour écouter et entendre les autres, ce qu'ils ont à dire.
je vais tout à l'heure évoquer le professeur Joseph Stiglitz. Je crois que beaucoup le connaissent, surtout ici en France. Sarkozy, pour ceux qui sont d'un certain âge, peut-être dans la trentaine et plus, lorsqu'il a été élu, tout de suite, il a fait venir le professeur Stiglitz, prix Nobel d'économie, avec un autre professeur indien, lui aussi prix Nobel d'économie, pour analyser en profondeur l'économie française et faire des recommandations. Tout cela aux grandes dames des économistes français, bien sûr, les Jacques Attali, voilà. Et voilà ce que Sarkozy a fait. C'est pour vous dire la dimension de cet homme. C'est un homme qui a une démarche très originale, dans la mesure où il était vice-président de la Banque mondiale, économiste en chef. Et il a une culture de Harvard, parce qu'aux États-Unis, bon, grosso modo, il y a deux cultures. Il y a la culture de Chicago en termes d'économie, c'est la culture de Harvard. Les gens de Chicago, c'est beaucoup plus des conservateurs. Voilà, ils n'aiment pas trop qu'on dépense l'argent de l'État. Voilà. À l'inverse, Harvard, c'est un peu les keynésiens, comme on dit. Voilà, la politique des grands travaux. Donc, il est à peu près keynésien, mais il est encore plus original que ça. Dans la mesure où il est d'abord allé travailler à la Banque mondiale, à l'époque du président James Wolfenson. Et de l'intérieur, il a pu appréhender en profondeur les problèmes que pose la Banque mondiale en Afrique. Ce n'est pas à vous que je vais dire ça. Même la grande-mère aujourd'hui en Afrique sait que la Banque mondiale n'a véritablement pas accompli sa mission en Afrique. Et il a écrit un livre qui a été très critique du système, et pas seulement la Banque mondiale, du système de Bretton Woods, etc. Et je crois que le titre c'était Globalization and its Discontent en anglais. Donc ça a eu un très grand retentissement, et comme il fallait s'y attendre, les gens du FMI, ses collègues lui ont tiré dessus, on l'a insulté. Dans la foulée, il a d'ailleurs obtenu le prix Nobel, pas pour son livre, pour des travaux économiques un peu compliqués. Voilà. Et pourquoi j'évoque ce nom-là? Anna dit que je suis venu pour la conférence. En fait, nous avons déjà fait notre conférence. Il y a deux volets de cette conférence, un volet beaucoup plus technique qui s'est bien passé. Voilà, j'étais hier. Hier. Vendredi, oui. Et en principe, je devais être dans le même panel que Stiglitz. C'est-à-dire jeudi. Le panel dit le plus important, Global Perspective, comme c'est un spécialiste de la globalisation. Bon, il s'est trouvé que pour des raisons de calendrier, il ne pouvait arriver qu'hier. Donc finalement, on a mis dans un autre panel. Mais on s'est retrouvé pour d'autres débats. Et voilà. Et Stiglitz a une pensée très originale. Je vais vous faire une petite confidence. Et quand j'ai étudié un peu ici en France, beaucoup ne le savent pas, j'avais un professeur que les Français, mes camarades, détestaient. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup l'Amérique, paradoxalement. Et à l'époque, moi je n'avais pas d'opinion, mais j'étais attentif par curiosité. Il disait toujours les Américains aiment les choses simples. C'est vrai. Simple ne veut pas dire simpliste. Voilà. Lorsqu'il est arrivé ici, Stiglitz, il a dit quelque chose hier, quand on échangeait, qui a retenu mon attention. Je vous assure, c'est des choses simples. Et quand vous prenez le recul, vous vous dites, mais moi aussi j'aurais pu y penser. Il dit qu'il a pris Bill Gates, il a pris Elon Musk, il a même pris le français le plus riche, je ne sais pas comment il a regroupé. Pardon? Arnaud. Il avait leur photo sur la présentation. Il dit on est célèbre, tout ça, etc. C'est pas de la jalousie, hein. Je sais qu'en France, bon, parfois quelqu'un est jaloux parce que. Non, il a fait l'analyse, il dit on dit que c'est un système extrêmement compétitif. Il dit guess what? Si le marché marchait comme on prétend, on n'aurait pas une poignée de gens qui ont ce type de fortune. C'est pas de la jalousie. Il fait un constat, il fait des analyses. Si le marché était aussi compétitif, on n'aurait pas une poignée de gens qui pèsent les 200 milliards. Voilà. Et bon, je ne vais pas dire que j'étais totalement étranger à cette pensée-là, mais venant quand même de Stiglitz, vous prenez encore le recul, vous dites, mais c'est des idées qui nous viennent parfois à vous et moi, mais on a peur, on n'a pas le courage, disons ça comme ça, d'aller en profondeur. C'est ça le problème des Africains, sans généraliser.
Il faut savoir que nous avons notre place à la table et il faut être présent. Si nous ne sommes pas présents, vous connaissez les questions de discrimination mieux que moi. Ici en France, les gens sont assez cultivés, etc. Parfois, ce n'est pas intentionnel, c'est historique. Aujourd'hui, si vous demandez à l'intelligence artificielle de vous cracher une liste d'ingénieurs qualifiés, ceci, cela, etc., comme par hasard, ils vont vous cracher des listes d'hommes. Alors qu'il y a plein de femmes aujourd'hui, on a parlé de Rose Ndiaye. Qui connaît Rose Ndiaye? Ici, on n'a pas le niveau d'Anna. Je suis sûr qu'il y a même des Sénégalais qui connaissent pas Rose Ndiaye. Ils voient place Rose Ndiaye, ça passe. Si c'était une femme politique, voilà. Comme le politique semble toujours être au-dessus de tout. Voilà la réalité. Est-ce que c'est intentionnel? Je ne pense pas. Et comme par hasard, ce sera même des hommes blancs. Si vous allez aux États-Unis, vous dites qu'on vous crache une liste des criminels, ceci, cela, vous aurez tous des noirs. Alors que les crimes que certains blancs commettent sont parfois des crimes qui n'ont pas de nom. Qui n'ont pas de nom. Donc voilà les réalités. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui est important. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être présent. J'ai cité hier, ou plutôt avant-hier, Chinois HB, qui dit les gens se rencontrent pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Je répète, les gens se rencontrent pour rencontrer ce qu'il y a de meilleur en eux. Chinois HB le disait dans un contexte très particulier. Les gens peuvent se rencontrer pour s'entretuer. Deuxième guerre mondiale, etc. Mais la rencontre d'hier et d'avant-hier a pu, de mon point de vue, nous permettre de tirer le meilleur de nous en échangeant. StylX n'a pas de complexe à échanger. J'ai envoyé une petite vidéo, peut-être j'ai envoyé ça dans le texte dans notre forum. J'étais avec StylX en train d'échanger. J'ai fait un message, c'était dans le forum, j'ai dit, dans ce panel, je suis assurément le cancre du panel. Je le pense sincèrement. Être avec StylX, ce n'est pas anodin. Pour autant, ça ne veut pas dire que StylX n'attache pas de l'importance à ce que je dis. J'ai présenté la perspective africaine. Nous avons des valeurs à défendre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va défendre ces valeurs-là pour nous. Il faut être présent. Nous avons interpellé les chefs d'État avec Ndiaye, avec Moïse Convolvon. Nous avons écrit une lettre, c'est-à-dire 3 membres fondateurs de l'association. Nous avons dit aux chefs d'État, d'ailleurs, il faut que je vous dise les critères qui nous ont permis d'adopter cette démarche. On a échangé, j'ai fait le draft de la lettre, je vous le conseille, mais ensuite, j'ai échangé avec mes collègues. Qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire? Et j'ai dit ceci, il faut déjà que la lettre soit d'une certaine façon impersonnelle. Einstein, en 1939, a écrit avec Léo Szilard une lettre. En fait, c'est Einstein qui l'a signée, finalement, tout ça. C'était l'initiateur, c'était Léo Szilard. Il a eu l'intelligence de se dire, comme Einstein est un nom, Albert Einstein, il faudrait que c'est lui qui la signe pour envoyer à Roosevelt, pour mettre le président de l'Amérique, le monde entier en garde contre l'éventualité d'une bombe atomique, de l'arme nucléaire de l'Allemagne. Ça a laissé des traces. Roosevelt a réagi. C'est pour ça qu'on parle we need to take action. Il a réagi en demandant qu'on mette en place des recherches sur la fission atomique, etc. C'était abouti au projet Manhattan. Peut-être vous en avez entendu parler. Le projet Manhattan, c'est le projet de la bombe d'Hiroshima Nagasaki, qui a été porté non par Einstein, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, mais par un certain Robert Oppenheimer, un physicien praticien. On y revient, je parlais tout à l'heure de praticien. Il était praticien. Einstein était un théoricien. Einstein n'a pas pris part sur le plan opérationnel à la construction de la bombe. C'est important. Donc nous voulions ce recul-là. Nous nous sommes dit, on va faire des propositions, mais d'une certaine façon, on va éviter de se mettre à la disposition des leaders politiques. Encore que la lettre pourrait être mal interprétée, on va dire, ils veulent un job.
ça ne m'intéresse pas le job. Vous voyez l'écart d'âge entre vous et moi. Je voudrais que c'est des jeunes générations qui portent ce projet. Nous, on joue notre part. Et c'est un message qu'on envoie parce que malheureusement, en Afrique, certains vieux, pas tous, veulent rester au pouvoir de façon indéfinie. Alors qu'il y a une jeunesse là qui, voilà, qui est en pleine effervescence et qui a besoin. On voit le Sénégal qui est un exemple, un excellent exemple. Peut-être certains Sénégalais vont nuancer mon propos. Mais je vous dis, sur le principe, je n'ai pas dit ceux qui sont en place sont meilleurs que ceux qui étaient avant. Ce n'est pas le débat. C'est qu'il faut se dire que nul n'est indispensable. Et le meilleur leader est celui qui prépare les successeurs. On voit que dans certains pays d'Afrique, c'est l'inverse. On dit non, chez nous les Africains, l'âge compte beaucoup, il faut l'expérience. Et quand vous disparaissez, surtout par accident, il y a tous les problèmes. Donc Einstein n'a pas directement participé à la construction de la bombe atomique. N'empêche que, et ça c'est important, beaucoup de jeunes ne le savent pas, en 1999, on passait au nouveau millénaire. Je me souviens très bien que j'ai fêté, entre guillemets, au National Press Club à Washington DC avec ma femme et ma fille qui avaient à peine 1 an. Pourquoi au National Press Club? J'étais membre. On s'est dit, oh, ils ont des propositions assez originales, pourquoi pas? Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu le numéro du Time Magazine, que vous connaissez, le Silver Time. L'homme du siècle, Albert Einstein. Il n'y en a pas eu d'autres. The Person of the Century, Albert Einstein. Vous savez ce que Time fait? Time choisit chaque année quelqu'un qui a aidé, qui a contribué de façon originale, très originale, dans son domaine, à changer le monde. Et il y a souvent la personne de l'année, ça peut être un an, ça peut être ça. Donc Einstein a eu fait coup double, à la fois personne de l'année et personne du siècle. Il n'y en a pas eu d'autres. Einstein vivait, menait une vie simple. Il n'était pas pauvre, hein? Je ne suis pas en train de demander aux jeunes gens de s'appauvrir. Il n'était pas pauvre, mais il menait une vie très simple. Au point que, quand il a eu son prix Nobel, il avait promis en amont que s'il obtenait le prix Nobel, il donnait la totalité de l'argent, ce qui fait à peu près 1 million d'euros aujourd'hui, à son épouse, dont il s'était séparé. Et il a respecté ça. C'est-à-dire, s'il avait seulement pris 20% de cela, il serait riche. Il dit tout. N'empêche que Einstein a marqué son temps. Mais il y a plusieurs façons pour les Africains de marquer leur temps. Ce n'est pas forcément en se mettant en avant. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'ai appris hier et avant-hier, je peux vous dire sans être discourtois que je ne serai pas tenté d'aller lundi et mardi lorsqu'il y aura des dirigeants. Ce n'est pas un manque de respect. Je n'ai rien à apprendre là-bas parce que ce sont des discours convenus. Voilà, nous sommes pour l'action, nous sommes pour ceci, nous sommes pour cela. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'était les débats. D'ailleurs, il n'y avait pas que... Le seul Nobel n'était pas Stiglitz. Il y a Geoffrey Hinton, qui est prix Nobel de physique, qui était dans l'un des panels. Et il y a une série de prix Alan Turing. Le prix Alan Turing, c'est l'équivalent du Nobel en informatique. Donc il faut commencer à se familiariser avec ça. Donc il y a beaucoup de gens donc quand vous avez la chance, car c'est une chance, rien ne me prédisposait à être invité avec un tel panel. D'être dans un tel panel, il faut profiter, il faut en faire profiter l'Afrique. Je me suis efforcé à ma manière de le faire. Et dans la foulée, je vais vous faire quelques exemplaires du livre, notamment l'intelligence artificielle, une vision pour l'Afrique, qui pourrait être intéressée, vous intéresser finalement. Ce n'est pas un livre en tant que tel. Nous l'avons écrit, j'ai un co-auteur qui est un polytechnicien de chez vous ici, qui est né en même temps, qui se trouve être mon neveu. On a écrit ça ensemble. Et nous nous sommes dit, la jeunesse a du mal à lire. Si vous leur présentez un pavé, ils vont un peu lire la préface, ils vont dire, bon, je vais lire après quand j'aurai le temps, ils ne vont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne généralise pas, je vous dis simplement, quand on écrit, c'est pour être lu par une très grande majorité. Si c'est pour être lu par une poignée, ça ne sert à rien. Moi, je lui ai dit, peut-être faudrait-il faire un manifeste. Un manifeste par nature, c'est très simple. Voilà, vous
fameux manifeste du Parti communiste, etc. C'est souvent à peine 20 pages. Mais c'est dense. Donc nous nous sommes efforcés de lui donner cette densité. Donc une vision pour l'Afrique, et il y a les deux versions, française et anglaise. Je souhaite que les jeunes gens prennent le temps de le lire. Encore que là, nous essayons de faciliter les choses en disant, celui-là, Vision pour l'Afrique, ça coûtera quoi, 10 € ici en France au lieu de 20. Et l'autre, sur mon expérience personnelle, 20 €, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, il y a même une version anglaise de mes années dans la Silicon Valley. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste à dire avant peut-être qu'il y ait des échanges? Je voudrais me répéter en disant ceci. Nous devons prendre la place qui est la nôtre dans le débat mondial. Pas seulement sur l'intelligence artificielle, mais sur la technologie d'une manière générale. C'est extrêmement important que nous le fassions. Et nous en avons les capacités. Je travaille avec les jeunes gens, notamment au Cameroun, notamment en Inde. Nous avons beaucoup de techniciens qui sont brillants. Mais je constate très souvent que ce qui manque, ce qui est insuffisant chez la jeunesse, c'est vrai qu'il y a la question du management. Tout le monde ne peut pas être manager, certes, et nous en manquons cruellement. Mais il y a autre chose qui est accessible à tous, qui devrait être la boussole des jeunes. On en a parlé un peu, c'est l'éthique. Beaucoup de jeunes manquent d'éthique. L'éthique, c'est quoi? C'est que faire ce qui nous paraît juste, même lorsque personne ne nous observe. Même lorsque personne ne vous observe, je vous assure que c'est payant. Donc, d'une certaine manière, j'ai envie d'être récompensé. Passez-moi cette expression. Si vous voulez, je dis que j'ai envie d'être récompensé par l'éthique, que je ne le fais pas juste parce qu'on m'a dit de le faire. Lorsque j'ai été recruté à Microsoft, ce qui m'a beaucoup aidé, je ne savais même pas. Il y a des livres qui parlent de recrutement à Microsoft Google. Je n'avais lu aucun de ces livres. Et ma naïveté, passez-moi l'expression, m'a pour ainsi dire sauvé. On m'avait donné une série de calculs, vous imaginez, pour être ingénieur là-bas, bon, tout le monde doit avoir déjà un background technique solide. Mais je ne savais pas que ce qui ferait la différence, en fin de compte, c'est autre chose que les mathématiques. Et cette autre chose-là, c'est l'éthique, c'est l'honnêteté intellectuelle. On m'avait donné un problème, je me suis planté, comme on dit en français. J'étais là, je réfléchissais, je perdais le temps. Dans ma tête, je disais, mince, mon sort est scellé. Si j'arrive pas avec... J'avais résolu, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Vous vous en doutez, on ne va pas me donner un seul. Quelqu'un peut se planter un jour sur un problème alors que par ailleurs, il est bon. Donc, c'était une série, mais celui-là, ça me paraissait très compliqué. Ça me paraissait même pas... c'était un peu... Comment je pourrais dire ça? C'était déjà inhabituel comme façon de poser le problème. Et il fallait avoir une autre façon d'approcher. C'est l'approche qui était difficile. Ils m'ont suivi. J'ai fait ce que j'ai pu, mais finalement, ce qui m'a sauvé, ça va vous aider.